démarrer l'enregistrement. Là, j'y suis bien. Là, donc, il faut que je recommence ici. Firefox, mais j'étais pas loin tout à l'heure. Mettre à jour. Vous êtes en direct. Ok. Faut jamais désespérer avec ces trucs. C'était chaud quand même. Ça a failli tout louper. C'est encore un sacré bazar. Pourtant, j'ai une petite liste ici. J'ai une liste de tous les réglages qu'il faut que je fasse. Faut que je me... Putain, j'enlève ça. Bon, je m'installe. Hein. Je finis de m'installer. Bon, s'il y a quelqu'un, on va continuer. Et puis s'il n'y a personne, au moins, ça y est, je sais m'en servir. Donc se servir de ce OBS, c'est pas simple. Régler l'appareil, j'y suis arrivé, c'est pas simple. Installer un micro Zoom pour être en USB, ça va. Donc là, tout ce qui me manque, c'est que les questions m'arrivent sur la petite fenêtre de commentaires à côté. Pourtant, j'avais bien une idée de titre. Le titre que je pensais pour là les 3/4 d'heure, c'était où on va avec tout ça. En gros, c'est à quel endroit on est de la panique, de la schizophrénie, du puits dans lequel on tombe. Qu'est-ce qu'on a comme chance éventuellement de s'en sortir? Qu'est-ce que ça change à l'écriture? Et puis moi j'avais surtout aussi plein de questions à poser. Qu'est-ce que je fous ici avec cette chaîne? Bon, je le sais, c'est pas très grave. Pour moi cette chaîne, c'est un testament. C'est-à-dire, je construis ce qui restera plus tard, parce que les livres, tout ça, toutes les vieilles bibliographies, tous ces trucs, c'est en train de s'écrouler avec le reste. On voit bien qu'il n'y a plus quelques petits restes fossiles par-ci par-là, mais c'est terminé. Alors, est-ce qu'on est encore dans l'écriture quand on est ici, et qu'est-ce que ça change à l'écriture? On va pouvoir le faire, je pense que quand on sera quelques-uns à être un peu plus doués là, avec ce logiciel OBS, hein, j'ai vu des potes à Merloc qui font ça, c'est-à-dire on peut se brancher à 3-4 dessus, avoir les 4 fenêtres qui se branchent directement sur l'écran. Il suffit d'installer le flux et puis on peut se faire des directs à 3 ou 4. Qu'est-ce qu'on peut rentrer? Ah, Adrien, François, ta voix ressort très aiguë. Très content, Adrien, que tu sois là. Je peux essayer de baisser un peu le niveau de record. Ah ouais, il était trop fort mon truc. Voilà, là je l'ai mis à 50 le niveau du zoom. Je l'éloigne un peu. Ça devrait rester. Il y a Steven. Bon, on va y arriver. Tu sais, je suis quand même hyper fier d'avoir réglé toute cette cuisine parce que c'est vrai, une fois, c'est comme tous ces machins d'informatique, c'est tellement con, c'est tellement bête. Une fois qu'on l'a fait une fois, on doit être capable de le faire plein de fois. Mais en gros, les questions, c'est ça le paradoxe. C'est de se dire au départ, c'est bien, je vais faire un direct, donc ils vont pouvoir me poser plein de questions. Mais c'est surtout moi qui ai des questions à poser, c'est à savoir qu'est-ce qu'on construit et où ça va. Là, depuis 8 jours, donc j'ai commencé cette expérience de faire des Rabelais. Pour moi, c'était un super pied parce que c'est pas évident. Je revisite les livres, je les prends, je tombe dans le texte. Évidemment, je peux pas trop répéter avant, on n'arrive pas à répéter ces trucs-là. Et puis, je suis bien forcé aussi, il y a toujours aussi un autre temps, c'est-à-dire en enregistrer, en général, je les enregistre par 2 ou 3. Concentration, là en ce moment je suis dans le milieu du Gargantua, c'est-à-dire des trucs qui viendront jeudi, vendredi prochain. Après, il y a le temps de montage. On pourrait le faire aussi en direct, sans montage. Est-ce que ça aussi, c'est des questions qui taraudent énormément. Par contre, la question, c'est que quand on voit Tiens, salut mon cher Seb de Rouen. La question, c'est que quand je regarde des directs, évidemment, il y a plein que je suis. Je pense que c'est difficile maintenant de concevoir une chaîne YouTube sans qu'il y ait cette balance. C'est-à-dire qu'on ait qu'à un moment donné, on ait ces partages. Une fois par semaine, qu'on ait chacun nos petits rendez-vous fixes, quoi, qu'on puisse interférer, se corriger directement. Vachement frustrant parce que du coup, tous les jours, il y a un petit épisode qui se met, et puis je sais que ça, évidemment, ils vont pouvoir, dans 2 ans, et pourquoi pas revenir écouter YouTube. L'avantage, la différence de YouTube par rapport à Facebook, c'est que YouTube, c'est aussi un moteur de recherche. Par contre, moi, je suis vachement frustré, c'est-à-dire, là, en ce moment, par exemple, les livres que je lis, je suis dans 3 livres en ce moment. Pierre Barreau, L'aide à l'emploi,
Donc là, celui-là, il coupe pas de faire un petit bout de lecture vidéo. Très beau bouquin d'Arnaud Catherine sur des scènes notées en direct. Puis le dernier Didier Huberman sur comment on se révolte et qu'est-ce qui se passe quand la révolte, on l'exerce ici, dans la bulle. Voilà, donc c'était ça la question. Par exemple, à quel moment je sature cette chaîne ou pas? C'est-à-dire l'équilibre de faire du direct. Est-ce que c'est bien de le faire une fois par semaine? Est-ce que c'est bien de le faire à point fixe? Est-ce que ça va nous ouvrir des choses pour discuter ensemble? Si je mets là en ce moment cette expérience Rabelais que j'ai besoin de faire aussi, parce que ça a l'air con ce truc, mais qu'est-ce que c'est difficile d'avoir une image précise, d'avoir un son qui ne sature pas. Ça, c'est toujours les discussions avec les trucs, les sons, ceux qui travaillent avec le son intérieur de l'appareil. Il y a toujours cette espèce de plafonnement. Donc, le son, c'est 10 fois plus difficile à bosser que le truc. Michel Brosseau. Bah, salut Michel Brosseau. Et ce matin, j'ai passé encore un sacré beau bout de temps avec la compile journal de Brosseau. Il y avait quoi? Il y avait aller à une réunion de lycée où il fallait déposer sa carte d'identité à l'entrée, la reprendre à la sortie. Il y avait aussi une magnifique citation de Victor Hugo dans Les Contemplations. Alors j'avais bien repéré à ce moment-là que Brosseau il était en train de lire une citation. Je cherchais dans ma tête, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça défilait. Et à la fin, Victor Hugo, Les Contemplations. Jamais j'aurais trouvé. Salut Marc de Lyon. Comment on programme ce genre de chaîne? C'est-à-dire, moi, une vidéo par semaine, je peux plus. Maintenant, j'ai plus envie que de faire que ça. J'ai envie de faire des choses longues. Là, par exemple, ces derniers temps, j'ai filmé plein d'images de train, des images de ville, mais dans le montage, wow, ça va me prendre. Enfin, je sens que c'est des trucs lents. Et ces trucs lents, dès lors qu'on les met en ligne, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse. À quel moment, moi, ça fait des petits bons. Ça fait que quand je fais du service de presse, c'est-à-dire du baratin dans l'actualité, j'ai pas envie de faire ça du tout. Rabelais, vous avez vu, hein, la première c'était 160 personnes, là on doit être à 30-40. C'est bien aussi. On sait qu'on travaille sur des micro-communautés, des micro-niches. Mais pour moi, le direct, ce serait ça. Ce serait non pas que vous me posiez des questions, mais que moi je pose des questions et que avoir du retour, du contrôle. Il y a tellement de choses aussi. Il y a la question de la fiction aussi. On est tous au bord de ce glissement. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans du chat. Le direct, c'est du chat. Encore que dans le direct, sans doute qu'on peut aussi s'amuser à se jouer à de la fiction, mais on n'en est pas encore là. À quel moment, dans ces choses qu'on monte, nos interrogations peuvent être comme la différence entre un livre discursif, Huberman, ou un livre de fiction comme Pierre Barrault, et à quel moment le livre, c'est quoi? C'est le réceptacle ou ce qui se présente comme récit et littérature décale ou bascule la réalité dont il est question, parce que Pôle emploi, on sait bien qu'on n'est pas du tout dans la fiction. Je commence à tourner en rond. Le Rabelais, c'est peut-être du long terme. Marc, Jean Barbin me manque. Il a les mêmes interrogations que moi. C'est pour ça que j'aime bien tes vidéos, Marc. Comme ça, les interrogations, elles sont dans tes vidéos. À moi aussi, il me manque ce Jean Barbin, c'est-à-dire comment on fait pour se dédoubler, se tirer la gueule, parler autrement, et puis que ces rendez-vous-là, ce que ça m'a permis d'affirmer cette distension directement dans le temps du film. Et puis aussi d'accepter ce qui nous fait violence, c'est-à-dire de mettre sa tête comme ça dans une image, et puis savoir que c'est sa tête même, parce que si on la distord à ce moment-là, cette liberté d'entrer dans l'intérieur, chercher son rapport au mort, on va le trouver. Mais je crois aussi que ça m'a fait glisser vers ce que j'appelle carnet privé, c'est-à-dire l'idée de tenir un journal quasi intime en direct sur YouTube, même si cette question de l'intime, elle est soigneusement pesée, contrôlée. Mais je crois qu'en ce moment, c'est mon carnet privé qui tient le rôle de Jean Barbin. C'est pas pour autant qu'il est loin, c'est-à-dire il peut revenir. Mais j'ai pas envie d'en faire un. C'est ça aussi, ces conneries sur YouTube. Ce qui est bizarre, c'est
si c'est un livre, on ne s'aperçoit pas du long terme. Le livre, il sort une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais euh, dans la mesure où on est sur ce rythme du réseau, cette espèce d'accélération, comment on peut prendre des expériences qui se gèrent sur plus longtemps? Je pense que forcément, il y aura une saison 3 de Barba. Il faut que ça corresponde à une espèce de truc intérieur. Bon, ce Barba en question, c'est qu'il j'en fais un mystère jamais, même si c'est pas des trucs dont je parle, il est lié à l'Alzheimer en stade maintenant terminal qui emporte ma vieille maman, qui a exactement l'âge d'autres gens comme Jacques Roubaud, Bernard Noël, qui eux n'ont pas du tout ce problème-là. Donc bon, il y a des latences, il y a des... On verra. Je crois que j'en suis rendu maintenant au truc de faire la vidéo par jour. Et que si je l'ai pas, ça me manque. Alors là, avec le Rabelais, ça peut être autre chose parce que, par exemple, hier, j'en ai enregistré 4. Donc il y en a 4 qui vont s'étaler mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je pense que demain soir, faut que je sais ce que je dois enregistrer. Je vais en enregistrer 2 autres, donc qui seront vendredi et samedi. Mais entre-temps, bah ouais, j'ai envie de revenir au livre, envie de revenir. Philippe Boinard, content de te voir. Bah ça, c'est la connerie de YouTube. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme dans les autobus, vous savez, c'est-à-dire le chauffeur du bus, il vous voit, il a sa caméra, ce truc comme ça, il peut s'adresser à tout le monde. Et puis les passagers, par contre, ils peuvent ça passe pas, c'est encore asymétrique, c'est-à-dire là, moi, je suis en impro contrôlé, c'est-à-dire que je parle, je raconte, j'ose pas trop faire silence, je m'explore moi en même temps que je parle, mais le guide et ce qui me revient en retour, ça revient par écrit, alors que je pense que d'ici peut-être 2 3 ans, avec tous nos petits machins et trucs comme ça, on pourrait s'envoyer aussi se faire apparaître des petits visios, des petits machins en bas dans la fenêtre, et ce serait Fanams Fun Palace. Hello, hello, ça c'est des gens que je connais pas. On te laisse nous mener dans ton voyage de la langue. Oui, merci aussi Eliane, que je connais pas sur Rabelais. Alors, tout ça aussi, ça pose des questions. Rabelais, c'est un truc qui m'a accompagné toute ma vie. Disons, en gros, quasiment depuis que j'ai découvert vers 17 18 ans, il était très présent pour mon grand-père à l'édition Larousse qu'il y avait dans la bibliothèque de mon grand-père maternel. C'est un copain qui lui avait offert, un copain de Fontenay-le-Comte, qui lui avait offert après la guerre 14-18. De survivant à survivant, il était à la bataille de Verdun en tant qu'instituteur vendéen. On l'avait mis à faire facteur parce qu'il y en avait tellement peu qui encore savaient lire et écrire. Et facteur, c'était avec un âne, donc il promenait son âne dans les tranchées. Je pense que c'est pour ça qu'il a survécu par rapport à tous ces massacres. Et c'était une édition Larousse avec des choses expurgées. Par exemple, là, je fais ce truc sur Bescu et une veine qui est tellement important du point de vue politique, du point de vue du non-sens. Bah, dans le Larousse, on l'avait pas mis, ça veut rien, c'est du Rabelais qui veut rien dire. Et cet autre rendez-vous, je l'ai eu aussi dans la période 94-95. Il y avait eu je sais plus, le cinquantenaire de la naissance de Rabelais. Il y a eu 2 cinquantenaires, parce qu'on ne sait pas sa date de naissance. Mais c'est là où POL avait lancé cette collection, ça s'appelait La Collection. Ils avaient trouvé une espèce de matériau dans des livres de médecine, une espèce de truc à la fois souple et en même temps de qualité, même si les miens sont usés. Il y avait un petit signet, une ficelle, un beau papier. Et Paul nous payait les préfaces. Bon, moi, c'était tout un truc, c'est que j'ai recopié à la main les facsimilés que m'avait trouvé Yvan Leclerc, qui s'occupe du site Rouen, Flaubert, à l'université de Rouen. Donc j'avais retranscrit parce que toutes les éditions de Rabelais qu'on avait à l'époque étaient reponctuées. Moi, je voulais un Rabelais qui soit vraiment dans le truc d'origine. Et POL s'est mis à sortir des tas et des tas de bouquins. Alors, moi, j'en ai plein, là encore, dans le garage. Il y a des trucs formidables, des préfaces d'Echnoz, de Michon, de Marine Diaye, de Marguerite Duras. Puis je crois que tout d'un coup, au bout de même pas 2 ans, Paul Tchaikovsky-Laurence s'est aperçu que ça lui coûtait un fric fou, et les libraires avaient des beaux présentoirs, mais tous ces trucs-là, il faut le temps que ça s'installe. Puis donc, il a arrêté les frais, quoi. Donc j'avais tous ces trucs-là. Et puis à ce moment-là, on a commencé avec le cinquantenaire
On a été sollicité pas mal pour faire des lectures, en particulier avec Michel Chailloux, avec Jacques Roubaud. Et puis la découverte, moi, c'était de lire avec Valère Novarina. Ce type m'a tellement appris, tellement appris. Et puis, j'ai pris un pied énorme. J'en ai fait à Moncton, j'en ai fait à Copenhague, à Tokyo, en France, dans des classes de 5e, dans des classes de lycée. Ça. Donc Rabelais m'a toujours accompagné. Et j'en ai fait aussi avec des musiciens, avec Pifarelli notamment. Puis, depuis 5-6 ans, il n'y a plus. On ne nous demande pas, on ne nous sollicite pas en tant qu'auteur. Des copains musicaux, on les sollicite pour jouer aussi de répertoire. Mais nous, auteurs, on ne nous le demande pas. C'est-à-dire qu'à un moment, cette voix de Rabelais, qui pour moi est tellement importante, l'espace YouTube, c'est ça. J'ai cette liberté de pouvoir faire ici ce qu'on ne me demande plus dans les circuits qui étaient autrefois ceux de la littérature. Pepe Cavallari. Pepe a travaillé avec Marcello Vitali Rosati, beaucoup, qui est à Montréal. Et pour moi, c'est un labo de réflexion permanent. Et Pepe m'a invité dans la fin du mois là, à aller là où il intervient à l'école d'ingénieurs de Compiègne, l'UTC. Hyper content de ces rendez-vous. Ça va préparer un peu le voyage de Montréal. C'est à Montréal, ça c'est un rendez-vous. Moi, de toute façon, le Québec, c'est pas. J'ai passé un an. Là, j'étais en train de lire McLuhan ces temps-ci. Il dit truc dingue, c'est que ces extensions du travail sur l'électricité, en quoi l'arrivée de l'électricité est une rupture par rapport aux usages un peu où les outils sont des extensions de l'homme et qu'est-ce qui se joue de différences qualitatives. Et quand il parle de l'arrivée du télégraphe, des accélérations de vitesse, le cheval au train, et puis ça, puis l'avion, on a l'impression que ça nous élargit l'espace et non, ça fait que ce qui est loin rentre dans le village. Et ce village, pour moi, c'est cette fac de Montréal qui est importante. Et le truc de Marcello, là, s'appelle, enfin de son équipe, pardon, s'appelle Publishing Sphere. Je crois que c'est la 3e édition. Et c'est toujours bizarre, parce qu'ils me demandent sur quoi tu interviendras. Alors, moi, je pense que depuis ces 2 ans avec YouTube, je concrétise aussi ce que j'ai appris des musiciens, c'est-à-dire comment l'impro peut être le plus grand risque et comment cet instant qui était celui de l'écriture, qu'il soit au stylo plume, qu'il soit la vieille machine à écrire, à quel moment ce passage à l'énonciation, quel que soit l'outil, eh bien, dans ce truc de la parole, on n'est pas dans un manque d'outils, puisque précisément là, il y a le Zoom, il y a l'appareil, il y a tout le flux de streaming, et donc on est dans ce paradoxe, c'est-à-dire que jusqu'ici écrire, ça a toujours été, j'ai pas de stylo sur ma table, tenez, imaginons que cette petite pile ce soit un stylo, on grave, on crée une empreinte, et nous on est la première génération pour qui écrire c'est peut-être juste de l'effleurement, c'est-à-dire que même dans l'inscription, enfin, on n'a plus besoin d'être outillé. Enfin, l'outil, c'est séparé de nous. C'est étrange quand même, non, cette affaire. Y compris le fait que où est le support là, dans ce qu'on est en train de faire. Parce que le support, il est dans la relation de quelques-uns d'entre vous. Daniel, je dois filer, et tutti quanti, je vous embrasse. On t'embrasse aussi. Christophe Testard, UTC, c'est près de chez moi. Eh ben, tu viendras, t'as qu'à suivre le site, on s'arrangera pour que tu sois là. Nicolas Rem, ça aussi, quel plaisir ça fait de voir des gens qui sont présents aussi dans les petits commentaires de la vidéo, etc. Je reviens à mon truc d'impro, par exemple. En ce moment, c'est ça aussi, c'est-à-dire écrire à la voix, cette tension-là. Alors évidemment, on réduit l'instant. C'est-à-dire l'instant où je commence où j'appuie sur une séquence de touches de machine à écrire dactylographique qui me font un mot et tchou, pousse sur la touche espace et puis à la fin de la ligne, genre, fais des trucs comme ça, des trucs qui appartiennent à ma mémoire encore. Je l'ai trop fait pendant quasiment une vingtaine d'années pour que ces choses-là fassent pas partie encore de ma mémoire gestuelle, ma mémoire tactile. C'est pour ça que Wilhelm Flusser, les gestes, c'est encore quelque chose d'extrêmement important. Mais cette plongée dans l'instant de la décision de faire ces groupes de mots avec touche espace et retour à la ligne,
pense qu'il y a la même densité, la même intensité dans la prise de parole, dans la dérive de parole, dans le bloc de mots qui va s'en aller suivre, le bloc suivant. Et donc on est toujours dans l'écriture, simplement ça contraint à la regarder sur un territoire beaucoup plus restreint, ce qui n'empêche pas d'accumuler des grandes structures, d'accumuler des grandes nappes, mais tout d'un coup, la question du support, jusque-là on était encore dans autre chose, c'est-à-dire on écrit dans des supports qui se rematérialisent par le lecteur. Quand le web se passe comme ça de vidéo à vidéo, vous voyez, je ne sais pas encore comment vient ce truc-là. Mais c'est ce truc-là qu'il faut appréhender. Donc à Montréal, moi, le rendez-vous, c'est le 23, 24, 25 mai. Ce sera exploré. Le titre de mon intervention, c'est 5 énigmes sur les modes de surgissement du récit. Je pense que j'arrive plus à rédiger. Je vais dans le petit paplard, là, tiens, texte à faire sur ce petit post-it. Olivier Toussaint, photo, ça c'est un copain de Bourrion, mais elles sont super, des photos de visages de gens au travail en région Lorraine. Une revue US sur qu'est-ce qui a changé dans nos processus de mémorisation du texte depuis 10 ans, dans ce truc-là. Donc évidemment, je suis très honoré qu'il me l'ait demandé, j'ai envie de m'y frotter, de m'y coltiner. Mais là, je sais que déjà, c'est pas que je suis en retard. Il y a un an, j'aurais dit, bon, écoutez, vous me repréviendrez quand on sera 3 semaines avant de rentrer le truc, quand il y a des trucs qui mijotent, puis à un moment donné, on actionne le petit levier. Mais là, en gros, pour moi, c'est-à-dire, si j'explore cette problématique de la mémoire, bon, ben, je me fais une vidéo de 10 minutes, et c'est bon, quoi. Est-ce que ça vaut le coup d'installer ce truc-là dans une revue? Du coup, il n'y a plus nécessité, donc la notion de désir, elle se vide aussi. Est-ce que ça va aussi? Est-ce que si j'écris ce texte, évidemment, je le mettrai en ligne sur mon site. Mais en 2 ans, mon site, alors que j'ai fait plus de 15 ans de journal au quotidien, de boulot d'exploration, texte, photo, et tout ça, et le site en ce moment, qu'est-ce que j'y mets? J'y mets des tables des matières. Alors je vois bien aussi la fréquentation diminue, du coup c'est une utilité en appui de ce qui se passe là avec les vidéos. Alors, moi c'est ça le truc du direct, je n'ai pas envie de faire des vidéos là-dessus, mais tous ces brassages en quelques mois, toute cette... où ça nous emporte, où ça va. C'est quoi le 3e texte? Ah ouais, une revue suisse qui font un truc sur Balzac. C'est rigolo, à Balzac, en ce moment à Tours, ils ont commandé des statues qu'on aura dans les jardins publics, des machins comme ça. Et tu leur demandes, mais c'est l'anniversaire de quoi? Ah, c'est les 220 ans. Alors nous, on se fout de leur gueule, on dit, c'est les 200 ans des 20 ans de Balzac. Alors comme eux, ils savent pas du tout qui était Balzac à 20 ans, ils s'écrasent leur banane en général, mais... Ça, c'est une revue suisse donc qui fait d'études balzaciennes. Et ils ont fait un truc, c'est-à-dire qu'ils ont pris il y a une douzaine d'universitaires qui ont contribué et ils me demandent, moi, de faire une postface où je les lis et je remets ça dans mes perspectives à moi. Ça, c'est un beau jeu. C'est aussi un rendez-vous. Je ne sais pas combien de vous seront au salon de Genève. J'y serai le 3 et 4 mai. Vincent Martini, salut François. Vincent, c'est mon compagnon de Lovecrafterie. On n'arrête pas de s'échanger des petits secrets, même des petits cadeaux. Vincent, il fait un travail d'exploration matérielle sur Lovecraft. Et peut-être ça, c'est-à-dire les trucs de Lovecraft lui-même, c'est inaccessible. Mais Vincent, je crois qu'il est vers Aix-en-Provence. Là où on s'est rejoint, c'est ces choses périphériques. Vous savez, le petit carnet de Lovecraft. Moi j'ai trouvé le mien sur eBay, mais quoi, même pas $20, chose comme ça. 1925, c'est un petit diary, j'ai fait une vidéo dessus, de toute façon vous connaissez tous mes trucs. Et évidemment il est vierge, mais c'est exactement le toucher, le format de ceux de Lovecraft. Donc cette contextualisation, par exemple les horaires de train, les horaires de bateau. Lovecraft se fait piquer un sac en remontant l'Hudson pour aller à Albany. Et c'était à Albany qu'ensuite il prenait le train qui 3 fois l'a emporté à Québec.
Et donc tout d'un coup, cette ligne de bateau qui remonte vers Albanie, bien, on peut trouver des choses, parce que ça, c'est, on est un petit peu loin, mais c'est cette matérialisation de la vie de Lovecraft. C'est qu'il y a la biographie de Yoshi là, qui vient d'être traduite en français chez ActuSF. Ça, c'est vraiment décisif aussi. Voilà. Enfin, ça, c'est ma relation avec Vincent Martini. L'île Sardine. Alors, l'île Sardine, nous, on ne se connaît pas. Tu as genre 100 ans. J'ai bien plus que ça, l'île Sardine. Toi, je sais pas quel âge t'as, l'île Sardine. En fait, j'ai 500 ans. Je suis né en 1494. Et c'est ça l'avantage de la littérature quand on s'appelle François Rabelais et qu'on sait parler aux morts. C'est-à-dire, il suffit d'entrer dans la mort de soi et on vient traverser et ressurgir dans la mort de l'autre. Et l'île Sardine, apprends à mourir à toi-même. Je peux te coacher si tu veux. C'est des expériences, on passe beaucoup plus de temps à faire ces expériences-là qu'à faire du YouTube, figure-toi. Mais quand on arrive à rentrer dans l'épaisseur du temps, et ben là, à ce moment-là, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo avant-hier sur un passage de Quignard où il parlait du jour où on a déterré Racine. 11 ans après son enterrement, le pauvre Racine a été déterré. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais nous, la littérature, c'est une affaire de mort. C'est ça le Jean Barbin dont parlait Marc, dernier endormi, tout à l'heure. Donc, oui, les sardines, j'ai beaucoup plus que 100 ans. C'est quand on arrive à porter beaucoup plus de temps à l'intérieur de soi qu'on arrive à scolter le présent. Et en scoltant le présent, travailler sur le surgissement du poème. Tu connais quelque chose en poème? L'île Sardine. Aurélien Marty, salut. Ah, c'est marrant parce que c'était direct. Bon, tout à l'heure, je vais être complètement sous quand on arrêtera. T'es dans le tempo par rapport à ta vidéo, ton débit, je danse sur ma chaise. Alors écrire, c'est plus rédiger. Ça, c'est une question vachement intéressante, Christophe Testard. Est-ce que écrire a jamais été rédigé? C'est une question vachement profonde parce que c'est justement dans Rabelais, il y a toujours ça aussi. C'est peut-être ça qui m'intéresse fondamentalement dans Rabelais. C'est-à-dire à quel moment le rédiger, c'est-à-dire c'est des déplis de temps. Le dépli du temps du livre, ça pousse à d'autres espaces. Le dépli du temps venait épouser celui de la méditation, de la concentration lente. Relire Montaigne, Descoches. Le temps qu'on met, les heures, les jours et c'est fondamental. Rabelais, quand il dit, quand il parle des cataractes d'Égypte, les cataduptres, il dit qu'on les entend à 3 jours loin, c'est-à-dire que le truc auditif se transforme en distance. La distance s'exprime par une quantité de temps. Et il ajoute qui s'entend de 3 jours loin comme est de Paris à Tours. Mais Paris à Tours, moi je mets 55 minutes. Je connais le truc. Encore que maintenant je prends souvent le corail qui met 2 heures, mais qui est moins cher. Mais ces questions-là, de ce dépli du discours par rapport à la méditation et ce qu'on en dépose dans un objet qui s'appelle livre, c'est quelque chose qui a toujours été modelé en fonction d'un sonnet de Baudelaire. Est-ce qu'il est rédigé? À quel endroit la fulguration, c'est une espèce de travail, de macération, de reprise complète sur place qui se traduit par une forme cristallisée. Alors là, dans l'exercice de parole, on n'a pas la cristallisation. C'est-à-dire la notion du temps l'emporte sur quelque chose qui ne se fixera jamais dans une cristallisation. C'est là où ta question, elle est... on va scolter petit à petit à faire ça, des questions hyper simples, mais qui sont aussi complexes que celles des astrophysiciens quand ils disent pourquoi la nuit est noire. Il n'y a pas de réponse. Hein. C'est-à-dire, alors tout d'un coup, attends, c'était quoi tu m'as dit, Christophe? Bonnet Gilles, à l'écoute. Pourquoi il ne met pas Gilles Bonnet? Salut Gilles. Et, c'est lui qui a inventé Littératube. Tu as remarqué, Gilles, depuis quelques temps, je me suis aussi mis à l'employer, Littératube. Tu as gagné ton coup. Alors que Écran 20, là, par exemple,
Oui, l'écran. J'ai le petit flux de la petite fenêtre qui m'envoie ton salut. Euh, mais tout d'un coup, je pense qu'on est déjà dans une médiation où l'écran n'est plus premier. Tout ce qu'on entend tout le temps, ah ouais, obsédé de l'écran, etc., etc. On commence à laisser l'écran. Et ça va. Attends, il faut que je revoie Christophe Testard. Alors écrire, ce n'est plus rédiger. Bah, quelque part, si on veut que survive le rédigé, j'allais dire dans l'espace normé ou industrialisé du livre, qui quelque part est en désarroi, en miettes, en effondrement. Si on veut sauver Baudelaire, la rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, agile et noble, avec sa jambe de statue. Tchic 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 tchic. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ce que nous lègue Baudelaire sur cette compression, ce truc dans l'instant, comment on l'exerce ici, aujourd'hui, quand les modes mêmes de lecture, de partage, revalident cette histoire du temps. Alors, je ne sais pas ce qu'on laisse comme rédaction, comme écosystème de traces matérielles. Là, ce sera justement aux gens comme Gilles, qui sont les théoriciens, de nous aider sur ce truc-là. Par contre, cette question, je m'en souviendrai. Est-ce qu'écrire, ce n'est plus rédiger? Il faudrait une question, tiens, Pep, je ne sais pas si tu es toujours là ou si tu es parti faire le biberon de ton petit bébé, mais c'est une question qu'il faudrait leur balancer à tes potes de Montréal. Martine Tollet, ça c'est encore un autre truc, je sais qu'elle signe les textes d'atelier sous le pseudo de Chirine Rouze et qu'en R2OZE et qu'en écrivant sous pseudo, tout d'un coup ces textes sont énoncés depuis le personnage de fiction qu'elle a créé. Ça aussi c'est des choses. Steven Corvez, j'ai hâte d'être dans 200 ans pour voir ce que nos morts feront en vidéo. N'empêche que Steven, hier soir, il a fait un super truc. Qu'est-ce qu'il a fait, Steven? Il s'est planté devant son machin. Il était en noir et blanc. Il a un arrière-fond à chier, mais ça, faut pas lui faire de critiques comme ça. Tout était parfaitement réglé. Il a un Canon 6D, donc c'est exactement le même que le mien. L'objectif près, il a un 24 Sigma. Moi, j'ai un 24 Canon. Mais merci, Steven, parce qu'avec c'est vachement important de pouvoir discuter de ces conneries-là. Et simplement, il s'est mis à raconter l'histoire d'une ville. Je me souviens que cette ville dont parlait Steven s'appelle Beck et qu'elle est au bord de la mer et qu'il y a un port et que le port, sur la longueur de la ville, tout d'un coup, c'est les images de Seattle qui me revenaient, et puis etc., etc., puis au bout, etc. Et à mesure qu'il entrait dans cette description, là, cet après-midi, là, je regardais, c'est ça aussi, où est-ce qu'on apprend la littérature? Je viens de lire Les Jardins statuaires là, de Jacques Abeille, et puis j'en ai parlé tout d'un coup à Zélie Fayol qui refait une vidéo pareil sur Jacques Abeille, et puis qui balance ce truc qui m'était jamais venu à l'esprit. Qu'est-ce que c'est un truc dont la narration, c'est une description? Eh ben, Steven, hier soir, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que tu vas bien, François? Demande Aurélien Marty. C'est bizarre ces trucs de YouTube parce que dans le temps où on est là, tout à l'heure je disais c'est le moment où on appuie les touches de notre ancienne machine à écrire. Oui, on va très bien, mais je ne sais pas qui il est, le bonhomme qui parle. C'est le bonhomme qui écrit. C'est-à-dire que dans 10 minutes, quand je vais arrêter, le gars il sera naze, quoi. Il va se ramasser par terre, je démontrerai mes appareils. Il y a 2 jours, j'étais à l'hosto en anesthésie générale. Et là, depuis 2 jours, j'ai pas fait grand-chose. Donc, globalement, ça va bien. Il y a juste des questions d'économie qui sont très, très stressantes, hein. Mais et ça, pour moi, si je fais ça aussi, ici, c'est pas pour me plaindre. C'est pas non plus pour vendre mes bouquins. C'est simplement parce que dans la transition actuelle, l'onde de choc est telle que il n'y a plus de position possible à la marge. C'est-à-dire on peut toujours travailler la décroissance, moins de budget ici, moins de trucs ici, machin, trucs ça. Mais à un moment donné,
même ça atteint ses limites. Et que à l'endroit où on travaille petit producteur culturel, tout à l'heure je parlais des lire Rabelais, là où j'ai pu le faire 40 fois, 50 fois, 60 fois, c'est plus dans les revenus. Les trucs à France Culture, c'est plus dans les revenus. Les trucs à Arte, c'est plus dans les revenus. Et tout d'un coup, alors ça, je dirais que c'est un facteur anxiogène considérable. En même temps, c'est un facteur de lutte euh, qu'on essaye d'assembler, mais on essaye de l'assembler collectivement. Est-ce qu'on va mieux en le faisant ensemble? Probablement. Est-ce qu'on a reconfiguré en permanence en ce moment ces questions d'économie? C'est le point tout à l'heure, je me disais, tiens, c'est ce que je voulais faire, et puis du coup, tant mieux, on a amorcé la discussion. À Montpellier, il y a un gars qui s'appelle Philippe Castelnau, Castelneau. Son site, c'est castelnau.com. Si vous cherchez Philippe Castelnau, vous trouverez ultra facilement. Il a une lettre mail. Et Philippe, dans le civil, il est libraire à l'Odysseum de Sorrent, c'est-à-dire la plus grande librairie de Montpellier. Il était très impliqué même quand il y a eu les difficultés il y a 2 ans. En même temps, il écrit, et en même temps, là, par exemple, il vient de travailler justement à partir de ces notes de Lovecraft Common Place Book, de faire des nouvelles aujourd'hui qui soient dans fantastique. Et Philippe, bon, il le publie chez Amazon, comme je fais moi, c'est-à-dire un outil qui nous donne à nous, auteurs, une indépendance, mais cette indépendance, elle est à quel risque? Simplement, il n'y a que cet endroit où on peut trouver cet outil, et le fait donc, en tant que libraire, il est encore plus dans une position schizophrène que la mienne, et on sait que ce travail qui rejoint des micro-communautés, qui passe plus du tout par ces grosses hiérarchies, ou ce qui permet à un livre comme ça, chez Vertical, donc une filiale de Gallimard, d'être... alors évidemment, c'est pas rose pour eux non plus. C'est-à-dire qu'il a balancé dans 50, 60, 80 librairies, des librairies qui sont des tables de littérature, c'est pas toutes. C'est-à-dire à Sorrents, il doit être à Sorrents Triangle, mais il ne doit pas être à Sorrents Odysseum. Et puis un mois après, c'est fini, il n'y en a plus. Donc, ouais, donc allez voir ce mail cette lettre de Philippe Castelnau. Elle est vachement importante. Il intervient là-dessus, et puis il part sur un article qui est dans le AOC de Sylvain Bourmeau, qui vient d'être publié par Éric Vigne, c'est qui est le responsable essai chez Gallimard. Où il y a par exemple des trucs complètement dingues de Vigne, où il revient sur l'opposition qu'il y a eu entre livre numérique et livre papier, et il dit que le numérique a changé l'édition, mais pas comme on l'avait prévu. Et il donne 2 exemples, c'est-à-dire la numérisation totale de la part matérielle de l'édition, ce qui fait que j'ai accès, moi, à des livres en print on demand, comme Gallimard passe des livres aussi, maintenant ils ont leur propre truc de print on demand, mais on est à égalité, c'est-à-dire que le livre, en tant qu'objet matériel, participe lui aussi d'une démarche de création numérique. C'est pas si simple que ça. Et puis de l'autre côté, il dit, mais l'autre truc, c'est que la fonction du roman, ce qui fait qu'on achetait un roman. Alors évidemment, il y a la littérature Musso, etc. Il y a enfin, les gros bulldozers, mais sur un nombre excessivement restreint de titres. Et puis il parle très bien ça, même à partir de Blaise Cendrars, il appelle ça la délocation, la littérature de divertissement. Mais l'espace entre les deux, entre le divertissement d'un côté et l'énorme succès de l'autre, eh bien, ça s'est effondré. Mais si ça s'est effondré, est-ce que c'est à cause d'Internet? Est-ce que c'est à cause d'une paresse? Est-ce que c'est à cause de modes de lecture? Non, c'est aussi parce que cette fonction de la société qui se crée son récit et qui s'observe par la médiation du récit, en gros, ça s'est établi sur le centre de gravité des séries, notamment les séries télévisées, avec Netflix, etc. Et on retrouve aussi tous ces trucs. Alors, pareil, je ne veux pas réouvrir ces trucs, mais la question de base, c'était est-ce que tu vas bien, François? Ouais, ça va bien, mais ce serait ça qui me fascine en ce moment. C'est-à-dire, je me sers de ce YouTube comme d'une bouée de sauvetage. Le temps que je parle ici, je ne vois pas le paquet de factures qui m'attend là, posé j'ai posé un peu plus loin sur
l'imprimante, je vois pas l'impasse où je suis comme des dizaines, des centaines, des milliers d'auteurs dans mon genre. Mais en même temps, il y a en ce moment, est-ce est-ce qu'on peut renverser la vapeur? Je ne sais pas. Mais où on a à travailler ensemble sur quoi réinventer. C'est-à-dire euh, le livre de Philippe Castelnau, je m'excuse, il est là-bas sur l'étagère, publié comme le mien, avec le code barre derrière en print on demand. euh, est-ce que comment il vous rejoint? Comment vous ferez le geste de passer à ce soutien à côté et ça concerne pas mal d'entre nous. Je pense à Michel Brosseau là, où on a ce journal YouTube qui est tellement fascinant. Ce petit journal d'une minute tous les jours, une minute, une densité, une question. Et bien là, il a rassemblé les textes et ça va être aussi un livre. Et cette histoire de micro-communauté, qu'est-ce qu'on bascule? Alors, ça va très mal et ça va très bien. Je plaide coupable pour le fond, dit Steven. Ben, oui, je pense que c'est très. Mais je plaisantais, Steven, évidemment. Et Steven, il a un avantage sur moi, c'est qu'il fabrique lui-même les musiques de ses vidéos. C'est-à-dire que la musique est conçue, il y a des trucs numériques, des ordi, des synthés, je sais pas trop comment. Il a jamais fait de truc making-of de ses musiques. Tiens, t'as des choses à faire, mon pote. Et puis de l'autre côté, la flûte. Et donc, ce qui joue à la traversière, violoncelle, je sais que c'est comme ça. La flûte, comme ça, tiens. Il intervient en tant que musicien par rapport au texte qu'il est en train de développer. Donc ma remarque sur le fond, etc. Mais c'est ce qui nous entoure. En quoi ça fait aussi partie de ce qu'on peut partager ensemble. C'est pas d'importance. Des tiers-livres au tiers-lieu, dit Aurélien. Alors quand j'ai trouvé cette expression tiers-livre, il n'y avait que Rabelais. Personne parlait d'autre chose. C'est venu après, les tiers-lieux, etc. Alors maintenant, c'est une connotation... euh, mais, enfin, en gros, le site précède l'apparition de ces notions de tiers-lieu. Eliane Sidomo, roman feuilleton. Bah ouais, le roman feuilleton. Tout à l'heure, pareil, dans McLuhan, en quoi l'industrie du livre éclatant au 19e, euh, les auteurs euh, non, ont trouvé leur fabrication beaucoup plus dans le magazine et presse, ils parlent d'Edgar Poe, mais aussi jusqu'à Hemingway, alors qu'en France, la densité des communications au temps du télégraphe a fait que le même processus technique a au contraire favorisé une concentration dans l'espace français qui a fait éclore l'édition centralisée, comme Charpentier, tout ça, autant de. Pareil, Baudelaire, Flaubert, Eugène Sue, Dumas, etc., etc. C'était très bizarre dans McLuhan, cette espèce de réflexion sur le fait que la même mutation technique, l'arrivée du télégraphe, c'est-à-dire le rôle de la presse dans cette transformation-là s'établit, peut produire des effets totalement différents pour la littérature. Alors le feuilleton, oui, alors c'est peut-être aussi parce que est-ce qu'on a besoin d'une suite d'épisode à épisode? C'est ça que j'aime bien dans cet espace YouTube, on avance sur différentes chaînes. Ouais, le Jean Barbin, là, il est en repos, mais il peut, il peut reprendre sur un feuilleton de la parole. Pourquoi pas? Mais la narration, je pense qu'elle est. Alors, je compare par exemple Gwen Doniol. Je ne sais pas si vous suivez sur YouTube. Par exemple, prenons Gwen Doniol d'un côté, prenons Mylène Tournier de l'autre. Mylène, c'est des espèces de choses extrêmement brèves, euh, avec des fonctionnements de séries, des explorations de rue, mais qui sont chacune comme des petites bulles sur un thème. Il n'y a pas de lien direct d'un à l'autre, sauf que la forme narrative qu'elle prend va être la même. Une série qui s'appelait J'aime, etc., qu'elle a bouclée maintenant. Et de l'autre côté, Gwen Doniol, où c'est Simon 1, Simon 2, Simon 3, avec une voix off, un monologue, des explorations urbaines, et où là, la continuité est ce qui structure. Je pense que dans nos modes de lecture, ce fractionnement, cette atomisation est peut-être pas une contrainte, mais en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on relit tellement différemment Henri Michaud. C'est-à-dire, c'est pas un deuil ou une dissolution de se baser sur ce fractionnement des usages de lecture qui est de toute façon, je pense, irréversible. Alors feuilleton, ouais,
En tout cas, parmi ceux que je suis sur YouTube, c'est ça. L'île Sardine, tu es ma mamie, il me fait bien marrer, l'île Sardine. C'est pas une question si bête que ça, tu sais, l'île Sardine. Tu me provoques un peu, mais euh, je crois que je ressemble beaucoup, de plus en plus, à ma grand-mère maternelle. Pepe, il me semble que ce direct unidirectionnel à partir du seul espace visible ouvre à d'autres espaces invisibles et imaginés comme à autant d'autres récits potentiels. Bon, j'ai fait une fois un direct, justement, techniquement un peu moins au point que celui-là. C'était Erika Fulop, donc à Lancaster, qui m'avait proposé d'être pendant 1 heure avec ses étudiants. C'était un peu compliqué parce que les étudiants posaient des questions, disons, relativement simples sur, par exemple, l'idée des fake news. Et moi, je répondais à partir de mon univers qui est différent. C'est-à-dire que fake news, c'est comment Edgar Poe détourne les faits divers de sa revue pour les transcrire et décaler, mais simplement c'est ça, c'est fiction. Et nous, aujourd'hui, on les lit décontextualisés. Donc il y avait peut-être un peu à mentir. Mais je crois que si on invente cet espace-là de direct, ouais, je crois que je vais tenter de le faire. Pas plus d'1 heure, mais en continuant comme ça. Il faut qu'on invente ensemble notre interactivité. Comment ce risque-là, il est différent des commentaires qu'on peut s'appliquer sur nos vidéos les uns des autres. Je vous dis ce paradoxe, c'est que dans les chaînes que je suis et qui utilisent le direct, je vais regarder ce qui est édité, et quand je vois un direct d'1 heure, c'est rare que, ou alors je le passe comme ça vite fait, je balaye par index. Mais je crois que c'est important qu'on travaille collectivement à muscler cet espace, et c'est possible, y compris dans les retours qui pour l'instant sont juste écrits, mais ça va probablement évoluer. Aurélien Marty, l'initiative Quartier Libre à Bruxelles, librairie participative. Ouais, je reçois les mails de cette librairie qui en ce moment fonctionne avec un appel, etc. Par contre, je ne sais pas si. Qu'est-ce que c'est les lieux réels de nos échanges? Là, en ce moment, pareil, il n'a pas fait signe, mais j'ai un gars à Tours dont je suis très, très près, la chronique quotidienne sur Facebook, qui s'appelle Xavier Selva. C'est tout simple, vous allez voir son truc. Xavier, il est dans toutes les initiatives festivals. Là, il y avait Lucie Taïeb qui faisait une perf musique poésie dans un lieu de jazz Petit Faucheux. Il y était, il envoie des photos, et en même temps moi je restais carré dans ma piole là, et donc des choses que je vis avec un peu de culpabilité, mais ces zones là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois bon, tant mieux, je serai à Montréal, je serai à Genève, bon, je sais pas, là il y avait Escale du Livre à Bordeaux, c'est évident que ces lieux maintenant, euh, c'est pas qu'ils nous boycottent, hein, c'est que la disjonction s'est faite. Pourquoi ces lieux du livre s'intéresseraient au web en tant que... bon, c'est pas une question qui me travaille tant que ça, c'est juste un peu bizarre à constater, parce que ce serait quand même les lieux pour eux, du dialogue et de ces frontières, et de qu'est-ce qu'ils ont à travailler dans l'intérieur de ces frontières pour trouver d'autres socles. Mais bon, ça ne me concerne pas. Mais en tout cas, dans ce qui se joue de profond dans cette délocalisation, peut-être là, par exemple, dans le direct, c'est ça. Puisque c'est pas éditable, comme mes Rabelais, je les reprends dans Final Cut Pro, j'y retravaille. C'est pour ça aussi qu'on est en image un peu dégradée, qu'on est avec ces décalages de streaming et tout ça. Ouais, si, c'est-à-dire que cette jonction de la poignée de main, elle revient plus forte parce qu'on est en direct, que lorsqu'on produit un objet édité, même s'il est vidéo, mais c'est le même mot qu'éditer un livre. Là encore, on réouvre ces énigmes dont je compte parler à Montréal, et personne de nous a de réaction. À Londres, sur un canapé, à me remettre d'une garde de nuit. Il faudrait que je vois qui c'est, ce Farnham Fun Palace. Phonographie. Je me souviens de l'époque où YouTube permettait les réponses vidéo, c'était bien. Mais je crois que ça va vite revenir, mais surtout, je crois qu'avec ce logiciel là qui est fantastique, mais je commence juste à le découvrir. C'est un logiciel gratuit là qui s'appelle OBS, et on peut vraiment faire que si par exemple Steven ou d'autres
vous vous connectez, qu'on fait le stream en même temps, avec OBS, c'est facile d'ouvrir des petites fenêtres simultanées, de faire un stream commun. En tout cas, c'est un logiciel qui est fait à l'origine par des gamers. L'île Sardine nous aura bien fait rire. Je suis aux Bahamas avec Eva Mendes. Je connais pas Eva Mendes, hein, mais les Bahamas, tant mieux. Bon, il est 20 h. Les bonnes choses, il faut les garder. Je vous remercie tous et toutes. Désolé du flux, du monologue, du bazar. C'est pas grave, de toute façon, ça pouvait pas être autrement. Mais il faut qu'on apprenne collectivement à maîtriser cet outil. Je savais pas du tout, j'avais la trouille, hein, mais je voulais le faire même pas 1 heure, 3/4 d'heure. Je crois que c'est important qu'on ajoute ça à notre gamme de relations. Bon, cette vieille sardine, faut partir dormir, papy. Franchement, c'est que ça à dire. C'est toujours marrant les gens sur le web. Michel Brosseau, salut et merci. Je serais content de te retrouver demain. Bon, ouais, mais ça va. L'énergie est bonne. En ce moment, c'est peut-être ça que je fais. C'est qu'on apprend aussi à les trucs neufs. Grazie maestro di Peppe. Peppe, c'est vraiment mon copain. Pas plein d'autres, mais Peppe. Allez, j'arrête. Je vais sur OBS. Donc regardez, je vais cliquer sur arrêter le streaming. Arrêter le streaming.